Tout a commencé le jour où maman a perdu les pédales. Je m'en souviens comme si c'était hier. Une intuition désagréable s'était nichée dans mon crâne, à peine plus grosse qu'un grain de sable, mais susceptible de gripper la machine. Quelque chose ne va pas. Rien à voir pourtant avec ces petites contrariétés qui peuvent s'immiscer dans mon quotidien. Des céréales, mais plus de lait. Un bouton rougeoyant qui fait son apparition sur le bord de ma narine, comme un clignotant indiquant un changement de trajectoire. La liste est longue. Je pourrais compiler ce genre de tracas bénin dans une encyclopédie. L'activité ne serait pas déplaisante. Mais aujourd'hui, c'est différent. Quelque chose ne va vraiment pas. Je suis à la maison, à croquer des céréales sèches, en ruminant l'absence de lait dans le frigo, tripotant inconsciemment le bouton qui a fait son apparition sur mon nez. Changement de trajectoire. La sonnette de la porte retentit, 2 petits coups brefs. Dans le couloir qui mène à l'entrée de l'appartement, je prépare les reproches que je vais adresser à ma mère, concernant l'absence de lait et la pénurie de crème anti-acné. Sauf que ce n'est pas elle. Ce sont 2 types. L'intuition désagréable se précise. Impression d'évoluer sur un fil tendu entre 2 immeubles, vacillant à travers les bourrasques. Je ne suis pas intéressé et je leur lance avant de fermer. L'un d'entre eux glisse son pied dans l'ouverture. Une main se tend, une carte de police serrée à bout de doigt. Je ne suis pas intéressé, persistai-je avant de me souvenir que les flics ne sont pas censés avoir le sens de l'humour lorsqu'ils sont en service. Nous aimerions te poser quelques questions, dit l'un d'eux, impassible. Au poste, précise l'autre. J'hésite. Je cherche une excuse, un prétexte qui pourrait les faire renoncer. Une série d'onomatopées trébuchantes s'échappe de ma bouche. Dans ma tête, c'est déjà la tempête. Difficile d'ignorer la raison de leur présence. 2 jours que je n'ai pas vu ma mère, 2 jours qu'il n'y a pas la moindre goutte de lait dans le frigo, ni de crème anti-acné dans l'armoire à pharmacie. 2 jours que je suis seul à ressasser les dernières recommandations qu'elle m'a faites. Tu n'ouvres à personne, tu ne parles à personne, surtout pas à la police. Tu parles de recommandations. Son ton était celui d'une adulte s'adressant à une autre adulte, avec tout le sérieux que cela pouvait impliquer. Elle semblait avoir oublié qui j'étais vraiment. Une gamine de 15 ans, avec des qualités certes, mais également, et je le reconnais en toute humilité, des défauts, dont celui, et pas des moindres, de souvent prononcer des phrases que je ferais mieux de garder pour moi. J'appelle ça être à côté de la plaque. Les adultes, moins au fait des tourments de mon existence, considèrent ce trait de ma personnalité comme de l'arrogance ou de l'insolence, de l'impulsivité dans le meilleur des cas. Les flics insistent. J'aimerais tant gommer ma tentative d'humour du début de notre échange et repartir sur des bases plus saines. Je bafouille, toujours aucune répartie en vue. Seules quelques brides de phrases que les policiers m'adressent parviennent à mes oreilles. Pourtant bien, une formalité. Ils sont censés être du bon côté de la loi et je ne suis qu'une enfant. Nul ne peut réfuter la simplicité de cette équation. De dépit, je me laisse embarquer. Une fois sur place, je subis un interrogatoire dans les règles de l'art. Alors, bien sûr, c'est mon premier interrogatoire. J'aurai donc des difficultés à définir les règles de l'art d'interroger les gens. Il me paraît pourtant évident que les 2 flics à qui j'ai affaire ne sont pas nés de la dernière pluie. Leur simple façon de se tenir debout, camper devant moi dans cette petite pièce exiguë, laisse présager qu'il s'agit de professionnels expérimentés. L'un d'entre eux arbore une fine moustache, l'autre des favoris épais, semblables à cette paille sèche qu'utilisait ma grand-mère pour tapisser la cage de son cochon d'Inde. Ils se jettent des coups d'œil discrets, comme 2 acrobates synchronisant leur esprit avant d'effectuer un numéro de voltige. La pièce où nous nous trouvons est grise et sombre. Les plaques de métal brossées couvrant les murs reflètent d'une façon diffuse l'unique source de lumière. Une ampoule nue suspendue au plafond par un fil. Le lieu est propre. Une odeur de peinture fraîche persiste dans l'air. Il ne doit pas s'agir d'un commissariat de seconde zone. Mon cas, tout du moins celui de ma mère, a dû être pris au sérieux. « Où est-elle » demande brusquement Fine Moustache en s'avançant vers moi, alors que Favori reste en retrait. « Je pourrais avoir un verre d'eau » risquai-je d'une petite voix. Il n'a même pas eu le temps de venir s'installer de l'autre côté de la table qui nous sépare. Il tousse dans son poing fermé, visiblement contrarié par ma question.
Autant reconnaître que c'est l'effet escompté. Maman m'a enseigné cette technique alors que j'étais encore toute petite, celle de répondre à une question par une autre question. Ça te permet de conserver la main, m'avait-elle dit ce jour-là. Conserver la main, la base de l'éducation prodiguée par ma mère, toujours avoir le dernier mot. Où est-elle ? Répète Fine Moustache. Ça serait possible aussi d'ouvrir une fenêtre. Ça commence à sentir Des noms d'animaux me traversent l'esprit. Le hamster est en tête de liste. Au prix d'un effort terrible, je réussis à ne pas terminer ma phrase. Par ailleurs, Fine Moustache n'a rien d'un rongeur. Ses deux yeux, noirs comme de la suie, paraissent profondément enfoncés dans leur orbite. 2 rides sèches encadrent ses lèvres blanches et chaque mouvement de sa mâchoire fait saillir ses pommettes, aussi lisses que 2 galets de marbre. Sa peau semble avoir été plaquée de force sur son visage, en révélant la moindre aspérité. Il doit avoir une 40aine d'années. Favori est bien plus imposant. Son ventre proéminent dépasse largement au-dessus de la ceinture de son pantalon. Le plus impressionnant reste toutefois la largeur de son cou. Strié de veines énormes, il évoque un segment de tronc, celui d'un arbre centenaire. Ses yeux sont clairs, d'un bleu lumineux, soulignant son regard d'une intensité inquiétante. Appuyé contre le mur du fond, les bras croisés sur sa poitrine, il observe la scène avec un détachement amusé. « Tu vas nous dire où est ta mère ?» siffle Fine Moustache en tapant ses 2 poings sur la table. Un jet de postillon jaillit de sa bouche. Je sursaute. L'atmosphère se révèle tout à coup plus électrique. « Vous n'auriez pas un mouchoir ?» Fine Moustache m'a copieusement aspergé. « Je ne sais pas si tu es au courant, poursuit-il sans tenir compte de ma requête, mais tu es dans de sales draps. Tu n'as pas d'autre choix que celui de coopérer avec nous. » Je baisse les yeux, murmurant dans le silence alors que le policier continue de m'invectiver. Tu es coincé, complètement foutu. Et si tu ne nous aides pas, ta situation ne va pas s'améliorer. Il se redresse soudain et penche sa tête sur le côté en me souriant. « Et ton père ?» demande-t-il d'une voix anormalement douce. Les épaules de Favori se soulèvent au rythme du ricanement qui vient de franchir ses lèvres. Fine Moustache se tourne vers lui. « Ah oui, j'avais oublié. Suis-je bête ? Je l'ai pourtant appris dans son dossier, à propos de son père, l'endroit où il se trouve. » Un sourire satisfait illumine son visage. « Ben, justement, se gausse-t-il. On ne sait pas où il est. » Il lève les 2 mains au ciel. « Pich, disparu, envolé. Tu ne l'as même pas connu, si je ne m'abuse. Si j'en crois ce que j'ai lu, il s'est tiré juste avant ta naissance. » Favori hausse les épaules. « J'ai faim, lançai-je à la cantonade. C'est possible d'avoir quelque chose à grignoter ?» Fine Moustache affine une mine faussement peinée. « Pas de père, poursuit-il. Ceci explique cela. Selon moi, la présence du père constitue les fondements du respect de l'autorité. » Ben ouais, appuie Favori. C'est la première fois que j'entends le son de sa voix. Elle est si grave que la table paraît vibrer sous mes avant-bras. Quand tu as un père, continue Fine Moustache, tout est si simple. Il te demande des choses et toi, tu obéis. Et tu réalises que tu fais bien. Parce qu'il y a une chose qui ne changera jamais en ce bas monde, un père sait ce que signifie le droit chemin. Mes poings sont si serrés que mes ongles me rentrent dans le gras de la paume, ce que j'en éprouve pourtant la moindre douleur. Fine Moustache me fixe avec attention. Donc, si je dois résumer la situation, reprend-il d'une voix plus douce, tu n'as pas de père. Ta mère a disparu et tu refuses de nous dire l'endroit où elle se cache. Je crains que tu n'aies à faire face à une triste réalité. Tu es seul au monde. Ma mère m'avait prévenu, 10 ans auparavant, alors que je n'en avais que 5. J'étais assise sur mon lit, accablée par la tristesse. Les raisons de mon état n'ont aujourd'hui aucune importance. Ma mère m'avait rejointe pour essayer de me consoler, comme elle avait l'habitude de le faire à cette époque. De temps à autre, elle marquait une pause, cherchant dans le fin fond de son esprit la phrase ou le mot capable de me redonner le sourire. Ces paroles de réconfort m'ont enveloppé pendant près d'une demi-heure. La patience n'était pourtant pas son fort, sauf avec moi. Au bout de ce laps de temps, j'ai fini par relever la tête. Elle me fixait en souriant. Bon sang, qu'elle était belle. Elle portait les cheveux courts à l'époque. Ses 2 boucles d'oreilles scintillaient dans la lumière électrique, me contraignant à cligner des yeux. Je frissonnais sous la douceur de sa présence. Elle tendit sa main vers ma joue et l'effleura du bout de ses doigts. « Mon petit, mon tout petit », murmura-t-elle. Mais alors que je m'attendais à ce qu'elle me prenne dans ses bras, elle pointa son index sur ma tempe. Son regard avait changé, obscurci par un voile sombre. Son sourire avait disparu.
Elle ouvrit la bouche puis la referma. Son trouble était palpable. « Je ne serai pas tout le temps là pour t'aider, finit-elle par murmurer. Ses yeux brillaient. « Un jour, tu seras seul au monde. » La lampe vacille au-dessus de ma tête. Des ombres étranges dessinent un masque menaçant sur le visage de Fine Moustache. Seul au monde. Je cherche une question à lui poser sans qu'aucune ne me vienne à l'esprit. Elle a bon dos, l'impulsivité. Favori reste impassible. Son unique rôle doit consister à être le témoin de notre échange. L'air de la pièce devient tout à coup étouffant. Je déboutonne le haut de ma chemise d'une main tremblante. 15 ans et seul au monde, soupire Fine Moustache. Il avance sa tête vers moi, empiétant sur mon espace vital. Son souffle chaud diffuse des relents de café et de cigarettes. Une intuition me tétanise soudain. Ces hommes ont des manières peu orthodoxes et une appétence prononcée pour le sadisme. Ce ne sont pas vraiment des policiers, ils sont autre chose. Tu n'as pas l'air de comprendre que nous sommes les seuls à pouvoir t'aider, reprend Fine Moustache. Alors, réponds à mes questions. Où est ta mère? Une lumière jaillit alors dans ma tête, une réponse à lui fournir. Par la suite, je devrais le regretter amèrement. Cette phrase devrait à jamais figurer au panthéon des phrases que j'aurais dû garder pour moi. Car il est fort probable que si je n'avais pas répondu ces quelques mots, rien ne me serait arrivé. J'aurais repris ma vie tranquille, mon quotidien sans histoire. J'aurais grandi, rencontré des gens qui seraient devenus des amis. Un garçon peut-être, avec qui j'aurais fondé une famille. J'aurais eu un travail, un boulot tout simple qui m'aurait permis de subvenir à mes besoins. De façon tout à fait modeste, certes, mais j'aurais été heureuse et insouciante. Je fixe Fine Moustache et je lui demande « Et toi, elle est où ta mère ?» Dans le fond de la pièce, Favori tressaille, comme si quelqu'un venait de stimuler un nerf dissimulé au plus profond de sa carcasse. Ses yeux s'écarquillent de stupeur. Il décroise ses bras et s'avance vers moi d'un pas lourd. Puis, il lève sa main et il me gifle à toute volée. Il y a ce petit craquement qui résonne dans mon crâne. Un craquement infime, celui d'une dent qui s'ébrèche. La surprise m'arrache un hoquet si vif et si profond que j'ai l'impression de me dégonfler. Une goutte de sang coule sur ma lèvre. La première. Soufflé par la brutalité du coup, je me retrouve bien incapable de produire le moindre son. Ma bouche est pourtant grande ouverte, figée dans un interminable cri muet. Je me redresse sur ma chaise de quelques millimètres à peine. Quelque chose ne va pas. Une chaleur insupportable monte dans le creux de mon ventre. Je me plie sous la douleur, si fort que ma tête cogne contre la table avec violence. C'était comme si quelqu'un venait de me plonger un poignard brûlant dans l'estomac. Mon regard croise celui de Fine Moustache. Lui-même a l'air surpris par ma réaction. Ce n'était qu'une simple claque. Je tente de me lever, impossible de faire le moindre mouvement. La chaleur dans mon ventre se combine à une douleur terrible. Je tends une main tremblante vers les policiers. « Aidez-moi !» Les murs de la pièce tanguent tout autour de moi. Un reflux de bile amère monte dans ma gorge et je m'évanouis. Mais alors que je sombre dans l'inconscience, alors que je vois le sol se rapprocher lentement, une évidence me traverse l'esprit. Rien ne sera jamais plus comme avant.